Notre invitée du jour de Matin Première est la faiseuse de beauté Charlène Léotin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Faiseuse de beauté innovante également parce que il y a un spectacle, un show que vous allez nous présenter très prochainement, le 22 mai, c'est mardi prochain, au théâtre Le Ranelagh à Paris. Pour mieux comprendre tout d'abord ce dont vous allez nous parler, je vous ai annoncé en prémisse en disant que vous allez nous parler de beauté de la peau, beauté du cheveu. Vous êtes vous-même une scientifique. Vous avez travaillé justement avec beaucoup de cabinets de dermatologie aux États-Unis, ici même à Paris. Vous êtes d'origine martiniquaise et vous ne vous intéressez pas spécialement justement au côté ethnique, on va dire, de ce sur quoi vous travaillez. Mais vous avez décidé donc d'étudier d'une façon très générale la peau, les cheveux. Dans quel but? De quelle façon? Comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui? Puisqu'on parlera après du 22 mai prochain, avec une façon assez particulière de présenter les choses. Tout à fait. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai envie de vous dire tout simplement en laissant dérouler le tapis de ma vie. Oui. Voilà. Je viens effectivement du monde scientifique, donc au départ, physique-chimie, avec une volonté farouche, parce qu'à 14 ans, je voulais faire le métier que je fais aujourd'hui, mais ce métier n'a toujours pas de nom. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, mais ça n'a quoi, pas le métier? besoin. C'est Charlène Léotin. Voilà, c'est un univers, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les choses d'une façon linéaire, mais bon, ce globe est une boule, donc moi, je fonctionne plus dans les univers. Donc, je viens du monde de la physique, de la physique et de la chimie et des mathématiques. Et à 14 ans, je dis à ma mère, j'ai envie d'être esthéticienne. Parce que quand j'avais 14 ans, maintenant j'en ai 55, je peux mieux expliquer ce qui se passait dans ma tête. Mais à l'époque, ce qui ressemblait le plus à ce que j'avais envie de faire, c'était cette esthéticienne que ma mère rencontrait régulièrement. D'accord. Et qui menait dans cet univers où il me semblait que quand elle en sortait, elle rayonnait plus. Elle n'était pas mieux maquillée, mieux coiffée. C'est pas ça qui m'intéressait. Elle était plus joyeuse. Elle vivait mieux ce qu'elle était en tant que femme. Et ça se voyait. Donc moi, j'ai voulu faire ça. Comme j'étais dans une section scientifique, ce qui était rare pour les filles, hein, parce que je viens des années 60. Donc ma mère, ce qui était enseignante, s'est dit, mais on ne va pas être esthéticienne. Elle peut faire un peu plus. Un peu plus, tant mieux, sans dénigrer profitons-en. les esthéticiennes. Non. Il y a différents niveaux, Mais différentes possibilités. on sait ce que c'est aussi. Donc je suis arrivée quand je suis arrivée au niveau de ma licence, j'ai vu que je ne connaissais pas la peau. Donc j'ai voulu connaître la peau, ce qui a scandalisé ma mère. Et je me suis retrouvée dans une école d'esthétique. Voilà, c'était assez atypique, mais c'est là vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je dis souvent que je suis une privilégiée parce que nous étions 3 ou 4 dans cette école d'esthétique. Elle a fait une année de pharma, une année de médecine, voilà. Ouais. Et on est tombé sur un véritable pédagogue parce que le directeur de l'école nous a dit, mais vous allez vraiment faire des instituts? Alors, pour tout vous dire, je me disais, institut, il a une petite cabine, peut-être une chaîne d'instituts, ce serait plus sympa en termes de rentabilité, peut-être, parce que j'avais une vingtaine d'années. Et donc, il nous dirige il me parle d'une formation qu'avait voulu la profession, parce qu'à l'époque, la profession était très segmentée. Le monde de l'esthétique était aux femmes et le monde des chercheurs, de la recherche. Le monde de la recherche, le monde des marques était aux hommes. Et donc, il y a eu Madame Isabelle Lancret, qui était présidente de la Fédération de l'esthétique, mais qui était aussi fabricante, qui a eu envie que des femmes soient intégrées à ce monde de la recherche. Ce monde de la recherche. Et donc, j'ai fait cette formation. Et là, j'ai découvert que les produits s'appliquent sur des clients et j'ai découvert la dimension marketing. Pas que tel qu'on l'entend trop souvent dans notre espace francophone où le marketing est une façon originale et fancy et amusante et branchée de dire vendre. En fait, le marketing dans son essence, c'est comprendre le client dans ce qu'il est, pour lui faire jouer son rôle de prescripteur et coller à sa demande. Voilà, pour pouvoir aussi anticiper des choses qu'il ne sait pas, mais pas simplement faire du profit. Donc, avec tout ce bagage, j'ai ramené tout ça au monde de la cosmétique. Alors oui, j'ai dirigé, il y a des gens qui me connaissent, j'ai dirigé des grands groupes, j'ai dirigé des groupes, des maisons qui étaient des maisons de parfumerie de luxe, de ce qu'on appelait la parfumerie sélective, qui était plus orientée vers les peaux brunes. Mais mon bagage scientifique, biologique, quand j'arrive à la tête de ces maisons et qu'on me fait comprendre, alors que depuis que j'ai 14 ans, j'ai fait mes recettes. Ma mère m'avait donné, j'avais 12 ans, un livre qu'elle avait qui s'appelait Encyclopédie de la mode et de la beauté. Mais il n'y avait aucune fille qui me ressemblait dedans. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on ait des visages qui nous ressemblent et qui ne remontent pas la diversité dans les médias. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si on se bloque sur ça, si on s'arc-boute sur ça, on ne prend pas son propre pouvoir, on ne sera pas plus vu. J'avais l'habitude d'utiliser d'autres choses. Mais ce livre qui était destiné avec des visages blonds, brunes, rousses, il y avait des recettes. J'ai appliqué les recettes. Je les ai adaptées
Et j'ai eu ma peau, j'ai eu mes cheveux. J'avais 14 ans, ma mère n'allait pas me laisser abîmer ma peau et mes cheveux. Donc, quand je suis arrivée à être une professionnelle et qu'on m'a dit, là, maintenant, il faut des produits spécifiques pour les peaux noires, je dis, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de noir? J'ai une culture, je suis africaine, même si je viens, quel que soit l'endroit d'où je viens, je suis africaine. Et donc, ça ne me convenait pas parce que je savais que dans la structure moléculaire de la peau, c'est un petit peu comme en pâtisserie. Quand vous prenez un 4 quarts, par exemple, et un pain doux, tout ça, si on remet à l'essence, c'est des œufs, de la farine et du sucre. Mais cuits différemment, présentés différemment, ça donne 2 gâteaux différents. C'est pareil pour les êtres humains. Et donc, vous êtes en train de nous dire que tous ces produits dits peau noire ou peau blanche n'ont aucun intérêt. C'est pas que ça n'a aucun intérêt, ce sont des produits pour les gens. Ce sont des produits pour les gens. Et c'est ce que vous, entre guillemets, c'est ce sur quoi vous avez... Je vais vous dire très simplement, une femme européenne qui se retrouve en Afrique et qui achète un exfoliant dans une marque dite pour les peaux africaines, si elle l'utilise 2 à 3 fois par semaine, elle aura le bon résultat. La femme européenne qui achète son exfoliant ici, qui est dit soi-disant au Monoprix ou ailleurs, ou chez Carrefour, puisqu'il faut en donner 3, ou chez Casino, ou chez, ou chez Sephora, il y en a 4, donc tout le monde est content. Si elle l'utilise tous les jours, elle aura le résultat qu'il faut. Pourquoi? Parce que les gens, je suis très surprise de l'ambition des gens qui vendent des produits cosmétiques et je suis parfois consultant pour certains et c'est là la pierre d'achoppement. Les êtres humains ont 80% de gènes communs avec les porcs. Comment voulez-vous m'expliquer qu'ils soient si différents entre eux? Fondamentalement. Les gens se mélangent dans leur lit. Comment on peut les partager dans des parfumeries? C'est très ambitieux et on n'y arrivera pas parce que la science ne l'explique pas. Ne veut pas l'expliquer parce que il n'y a pas une notion marketing dont vous parliez, justement de faire la séparation. Oui, mais ça, c'est un manque de connaissance. C'est quand on part du marché. Quand on part du marché, qu'on a des produits qui sont en quoi? Voilà, des produits qui ont été vantés plus pour les Européens à peau claire. D'accord? Si moi, je n'ai pas l'information, si je ne connais pas ma peau, si je ne connais pas les molécules, si je n'arrive pas à me rendre compte que... D'accord, on me dit que moi, je suis foncée de peau parce que j'ai de la mélanine. Alors, je dis, j'ai plus de mélanine qu'une femme européenne. D'accord? Mais en fait, je n'ai pas plus de mélanine qu'une femme européenne. Vous avez un pigment qui est un pigment brun-noir et un pigment brun-rouge. Tout le monde, en données de laboratoire, un être humain, 1,50 m, 1 mètre carré de peau, 1,5 m carré de peau, et à peu près 3 grammes de mélanine. C'est exactement comme quand on va acheter de la peinture pour une maison. Les 3 grammes, on en a tous. La blonde, la rousse, la brune, l'africaine, l'asiatique, voilà. Maintenant, ça va être un mélange de pigments, mais j'ai pas plus de mélanine qu'elle, j'ai simplement plus de mélanine brun-noir. C'est réparti différemment. C'est tout. D'accord. Voilà. En conclusion. Et pour en arriver au terme de vos années d'expérience autour de cela, puisque vous proposez et vous invitez en fait tout le monde. Brune, les peaux brunes, européenne, occidentale. Quand je parle de peau brune, je ne suis pas mal à l'aise parce que je vais réconcilier les gens. Je ne suis pas en train de chercher un mot agréable et joli à entendre pour ne pas dire ce que c'est. Il y a un pigment qui est brun ou brun-rouge, donc il y a des peaux qui en ont moins, qui vont être plus claires, et des peaux plus brunes. Voilà. Et dans les peaux brunes comme dans les peaux claires, il y a des Européens, des Asiatiques et des Africains. Et alors, vous vendez aucun produit? Je ne vends pas de produits. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vendre de la connaissance. Voilà, c'est ce que vous proposez. La connaissance, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. L'éducation, c'est le pouvoir. À quoi va servir? D'accord, cette connaissance est D'accord, mais la personne qui va recevoir cette information, elle devient libre. À quoi ça va lui servir? Très bien, mais attendez que je vous pose la question quand même. Mais je vous réponds. À quoi ça va lui servir demain pour avoir cette belle peau ou ces beaux cheveux? Alors, à partir du moment où elle comprendra le mécanisme de fonctionnement de sa peau, ce qui s'y passe entre les kératinocytes, entre la mélanine, comment une tache se fabrique, comment on peut, avec ce qu'on obtient avec l'exfoliation, comment on hydrate. Elle a donc la connaissance et le pouvoir. Donc, dans l'absolu, elle n'a pas besoin d'une vendeuse qui lui dira quelque chose. Elle peut aller n'importe où, même là où il n'y a pas de vendeuse, comme on fait pour la cuisine, et les femmes sont très douées pour ça. Quand on a vu arriver toutes ces semoules, mais oui, mais quand on était habitué par exemple au couscous, on savait travailler cette semoule. Et puis quand on a vu avec toutes les semoules là qui sont arrivées, on n'a pas eu quelqu'un qui est venu chez nous expliquer comment faire. On a adapté parce qu'on savait. Et bien là, elles peuvent savoir, les hommes qui seront là aussi, parce que c'est à l'époque de la fête des mères, on a prévu que les gens puissent venir à 2, parce que la peau, c'est la peau. Il n'y a pas des choses différentes. Voilà. Et donc, elle peut acheter
elle peut contredire parfois la dite professionnelle qui n'a pas eu cette connaissance, et elle est libre de faire ses choix. Est-ce qu'on peut avoir... Et de faire des bons choix. Est-ce qu'on peut avoir des exemples à peu près concrets de choses qui se disent ou qui se vendent, ou des choses qui se font et par manque de connaissances qu'on ne peut pas contredire ou moins bien gérer. Alors, par exemple, de quoi vous allez parler? C'est quoi les choses? On a parlé de l'exfoliation tout à l'heure, je vais vous parler du cheveu, parce que comment parler à des Africains sans parler de cheveux, voilà, c'est compliqué. Alors, on a beaucoup de gens qui vous disent, oui, il ne faut pas laver les cheveux souvent, parce que quand tu laves les cheveux trop souvent, ça les abîme. Bon, la kératine est une protéine qui est extrêmement hydrophile. Voilà pourquoi nous l'avons en surface. Parce que dans l'air ambiant, notre fameuse planète bleue, il y a un coefficient d'hygrométrie qui est de l'eau, en fait, la quantité d'eau. Donc, il nous faut une molécule, une protéine qui soit hydrophile de façon à ce que nous puissions fonctionner avec le milieu. Quand on me dit, il ne faut pas laver le cheveu souvent parce que ça les abîme, eh bien, c'est très simple. Comme c'est hydrophile, ça aime l'eau. Plus tu lui donneras de l'eau, moins ce sera cassant. Maintenant, quel type d'eau et qu'est-ce que tu mets? C'est comme la lessive. Je prends un exemple très précis dans l'atelier. Je dis, OK, on va prendre un vieux jean. On prend un jean bien crotté par un adolescent de 14 ans, bien crotté. On prend un petit top en soie qu'on aime beaucoup. On prend de l'eau au robinet et on va prendre une lessive pour la soie, pour les délicats, et une lessive pour généralement... Le jean, bien, d'accord. Et comme je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une première cuvette, je vais mettre de l'eau, la lessive pour la soie et je vais mettre le jean. Et puis dans l'autre, je vais mettre de l'eau, la même eau du robinet, le petit top et la lessive plus corsée. Je vais laisser 10 minutes, je vais prendre mon téléphone, je vais aller parler avec mes copines. Quand je vais revenir, je vais tirer mon jean. Il y aura une eau marronasse, mais le jean est encore sale puisque la lessive n'était pas assez percutante. Par contre, mon petit top en soie, il est en train de se déliquer parce que c'était trop puissant. Donc, c'est pas l'eau qui est pas bonne, c'est pas les lessives qui sont pas bonnes, c'est pas les vêtements, c'est que c'était pas bien adapté. Maintenant, si j'adapte, je suis contente. Eh ben, c'est un peu la même chose. Pour le cheveu, plus vous le laverez, et je dis 2 à 3 fois par semaine, tous les 2 à 3 jours, vous allez avoir un cheveu qui pousse parce que la fibre est moins cassante, donc elle est plus élastique. Maintenant, comment le protéger? Mais sinon, vous restez là, vous ne lavez pas plus, vous asphyxiez le cheveu, il y a du poids de saleté qui se fait, il se casse. Depuis le temps qu'elles font ça, ça ne pousse pas. Il faut changer de posture. Bon, vous m'avez convaincu. Ok, d'accord, ça marche, très bien. Il y a une façon particulière que vous avez décidé de mettre en place pour présenter ce qui s'appelle une conférence. C'est une conférence que vous faites. C'est vous donner voilà, vous n'avez aucune démonstration quasiment, je pense, que vous faites sur la peau, sur le cheveu. C'est pas un défilé de mode. C'est une conférence, une information. Comment vous allez procéder alors le 22 prochain? Alors, avant, il y a dans une autre vie, voilà, ces ateliers existaient effectivement sous un fond de conférence, c'est-à-dire que dans une grande salle, il y a des gens, un diaporama. Mais pour faire passer, il s'agit de beauté. Il s'agit de choses superficielles. J'ai pas trouvé le remède contre le cancer. Voilà. Donc voilà, c'est pas ça. Mais bon. Donc il faut que ce soit léger. Pour pouvoir changer des habitudes, casser des idées reçues, faire les gens revenir sur les choses, il faut les interroger. Il ne faut pas les pointer du doigt. Il ne faut pas les accuser. Il faut qu'ils rient. Et quand ils rient, ils se rendent compte, on fait tout ça. Quand on nous fait une rire de nous-mêmes, on comprend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je faisais ces ateliers pour faire passer des choses importantes comme l'histoire du blanchiment de la peau, par exemple, ce que je viens de vous dire pour le cheveu, enfin plein de choses, y compris notre position dans cette société, j'ai utilisé l'humour. Et quand les femmes partaient, elles disaient « Oh, mais qu'est-ce que c'était drôle, mais vous nous avez fait rire de nous, vous auriez dû faire un show, tout ça. » Alors, comme je reviens après 5 ans où j'ai arrêté cela sur Paris parce que j'étais beaucoup trop sur les États-Unis, je me suis dit « Faisons un show. Mettons ça dans un théâtre, amusons-nous, parce que c'est léger, amusons-nous. » Donc effectivement, je vais installer les ateliers au théâtre, j'aurai un certain nombre d'invités. Ça va pas être... Alors, je ne suis pas la Florence Foresti de la peau, je ne suis pas le Gad Elmaleh du cheveu, voilà, mais c'est drôle. Il y aura une maîtresse de cérémonie qui est une actrice, qui est la comédienne Cynthia Saint-Fleur, qui sera avec moi et on va se lancer la balle. Il y a dans le public certaines actrices que l'on connaît bien qui vont se lever à des moments pour dire des choses et m'interpeller. Il y a du mouvement dans la salle avec le public, on utilise, on rentre, on sort. Donc, c'est une vraie représentation, mais on ne fait pas que s'amuser. Il y a des moments plus importants où on a l'écran, la photo,
la planche biologique et où la maîtresse explique. Et on travaille quand même. Voilà. C'est le 22 mai prochain au théâtre Le Ranelagh à Paris. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites, Charlène Léotin? C'est quoi la suite? C'est un livre? C'est une émission de TV? Ou de radio? Ça sera quoi? Il y a un peu tout ça qui est en train de se préparer dans une espèce de grand immeuble qui va être sur le web. Donc, on va remettre plein de petites choses que nous faisons de côté. On va tout mettre sous la même casquette. Mais en fait, il y a une consultation aussi parce que parfois, les gens ont besoin... Ça, c'est une grande information, mais parfois, on a des choses un peu plus pointues. Je ne suis pas une dermatologue. C'est pas ce que je veux dire. Parce que, bon, puis si c'était être dermatologue qui donne des solutions, moins de gens seraient en train de chercher de l'information juste, puisqu'ils sauraient où aller. Donc, c'est pas là que ça se situe. Mais j'ai la capacité de pouvoir régler des problèmes basiques comme sont l'acné, la chute de cheveux, la déshydratation, les taches. Donc, il y a une consultation privée parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rapports privés. Ça s'appelle un beauty parloir. Donc, ça s'installe également. Et puis, il y a toute la partie beauté intérieure qui, pour moi, est importante. Voilà pourquoi j'ai invité Emiliana avec cette chanson « OK au chaos » parce que c'est un hymne à la jeunesse qui dit aux gens « Prenez votre place, c'est vous qui décidez ». C'est aussi pour ça que j'ai invité et que je suis très contente que mes copines du collectif Diasporact viennent, parce que nos propos se croisent au niveau de cette histoire de noir n'est pas mon métier, qu'on n'est pas une couleur, s'il vous plaît. Je ne suis pas une couleur, j'ai une identité, j'ai une culture. C'est important, ça m'humanise. Et donc, tout ça réuni, dans mon univers, on parle beaucoup de prendre sa place dans la vie. Merci beaucoup, Charlène Léotin, d'être venue. Bonne chance pour la suite et rendez-vous le 22 mai prochain. Ce qu'il faut peut-être dire aux gens, c'est qu'il n'y aura pas de billets à l'entrée. Il faut réserver à l'avance sur notre site. Merci à vous. Bon courage. Moi.